Salut à tous, Ahlan wa sahlan, bienvenue sur Maroc Atlantis, ici Ayour Atlas. Nous sommes ce soir réunis pour cette vidéo sur la race méditerranéenne et je suis très ravi, très heureux d'être avec vous justement pour vous parler de ce sujet. Alors, qu'en est-il? Donc en fait, si vous voulez, ça fait déjà pas mal hein, de temps que les gens le savent, hein, on a parlé sur les réseaux sociaux, donc sur le site également. Les Méditerranéens forment un groupe racial, forment une grande famille génétique, euh, bien que cela est assez occulté au niveau scientifique et au niveau, si vous voulez, social, humain et civilisationnel. On est quand même face à une réalité, c'est que la génétique, en tout cas, le prouve aujourd'hui, et bien sûr nous le savions déjà depuis très longtemps, grâce aux ouvrages historiques qui traitaient le sujet, qui parlaient justement du lien entre les Méditerranéens, euh, mais aujourd'hui nous avons la preuve formelle et indiscutable que les Méditerranéens forment un tout, c'est-à-dire une grande famille humaine, et exactement de la même façon que les Nigériens, donc les subsahariens, forment une famille humaine, et de la même façon que les Eurasiens, enfin les Indo-Européens comme ils se prénomment, les Caucasiens, forment une autre famille humaine. Et donc, si vous voulez, je suis très ravi de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et franchement qui me porte à cœur parce que évidemment nous avons tout le monde, hein, donc les termes comme le coderme, tout ça viennent partout. On a eu beaucoup de médiatisation pardon, par rapport aux pharaons. Donc quand on nous explique que les pharaons sont des blancs, donc des leucodermes, donc on nous explique que entre guillemets ils auraient les yeux bleus, ils seraient liés à la famille caucasienne. Soyons sérieux. Vous savez très bien, en tout cas, je vous l'apprends pour ceux qui ne le savent pas, que l'Égypte pharaonique et l'Égypte de son début, que ce soit la Haute-Égypte ou la Basse-Égypte, a été berbéroïde, c'est-à-dire avec un très très vieux fond berbère qui a persisté et qui n'a pas été effacé même aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut être clair à un moment donné. Nous savons que par rapport à l'Égypte, il y a le cas du Nil, qui est une frontière euh, plus ou moins historique, plus ou moins civilisationnelle. On parle de la rive ouest, donc qui est ce qu'on appelle le Nil libyque, donc frontalier avec les pays libyens, les peuples libyens. Alors après, on connaît le Nil de l'Est, donc on parle du Nil arabique par rapport à l'influence orientale sur ce côté, ce versant du Nil. Et bien sûr, ce qu'on connaît moins, c'est le fait que même ce côté est a été évidemment berbéroïde depuis tout temps. Alors quelle différence il y a entre Libyens et Berbères? Alors tout simplement, il faut expliquer les choses. C'est que Libyen est un terme continental. C'est-à-dire quand vous dites Libyen, vous parlez d'un continent, vous parlez euh, d'énormément de beaucoup de nations, énormément d'êtres humains. Donc c'est très très riche, très varié, et il est très très difficile, si vous voulez, de faire le lien entre toutes ces personnes, entre tous ces peuples, je veux dire, et d'arriver justement à affirmer qu'ils forment un tout civilisationnel, en tout cas un genre humain. C'est très compliqué. Pourtant, aujourd'hui, la science nous l'apprend. En tout cas, on a la possibilité de le prouver aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus compliqué à l'époque. D'où ces expressions de Nil arabique et Nil libyque. Mais pourtant, le libyen est en réalité le terme le plus ancien hein, utilisé pour décrire nos peuples, mais il faut bien comprendre aussi que le libyen, c'est évidemment le terme pour désigner, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, tous les peuples, je dirais même jusqu'en Éthiopie, tous les peuples qui sont de race libyenne, et donc, c'est-à-dire d'une même famille originelle qui serait la famille méditerranéenne. Et donc, par libyen, on peut aussi entendre par là les Méditerranéens, tout simplement parce que c'est un terme très très vaste, sachant que la Libye qu'on connaît est autrefois une mer,
et donc faisait partie de la Méditerranée, c'est-à-dire que la mer Méditerranée à ce moment-là était fusionnée avec le Sahara, enfin ce qu'on connaît de l'Afrique du Nord, et formait ensemble la mer Tétis, la mer de Ténéré, notre déesse, la grand-mère des dieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. On a publié un article sur ce sujet sur le site de Maroc Atlantis. Et il faut que justement vous appreniez qui est cette déesse Ténéré, c'est-à-dire Thétis, chez les Grecs, enfin la façon dont elle est appelée chez les Grecs, c'est Thétis et Ténéré dans notre langue. Et Ténéré, voilà pour. Et tout simplement, c'est la déesse qui personnifie le Sahara. Sahara qui est un terme d'ailleurs arabe, qui désigne désert, mais qui n'est pas le terme pour désigner notre désert libyque, notre grand et magnifique désert libyque, qui est en réalité Ténéré. Et Ténéré, c'est Tétis en grec, c'est-à-dire le désert de la déesse qui le personnifie. Et ce désert, il n'a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que c'était une mer à l'origine. Et cette mer, elle était fusionnée avec la Méditerranée, voire peut-être même avec le Pacifique. Selon en tout cas ce qu'on peut en apprendre d'après les océanologues. Et donc, à partir de là, on peut considérer tout simplement que la famille humaine, la famille méditerranéenne, quand on parle de Libyens, on parle aussi bien de Méditerranéens que de Nord-Africains. Et de toute façon, le Nord-Africain est par adéquation méditerranéen, atlantique et lié à l'Europe du Sud. Là où les gens ne vont pas comprendre, c'est le fait que l'Europe est une création libyenne, méditerranéenne. Bien sûr, beaucoup ne vont pas comprendre ça, parce que, évidemment, quand on prend l'Europe telle que nous la voyons aujourd'hui, elle est indo-européenne, elle est caucasienne, tout simplement. Donc, il est très difficile de comprendre ce qu'est le méditerranéen, ce qu'est le libyen au sens large, et son influence sur l'Europe. Mais en réalité, c'est très simple. Il faut comprendre que à une époque, en tout cas pendant l'époque de la dernière ère glaciaire, hein, donc ça se situe un petit peu, pour situer grosso modo dans la proto-histoire, voire un tout petit peu avant. Je pense à peu près à une période, hein, on parle de 9000 voire 12 000 ans en arrière, voire peut-être un peu plus. Enfin, en tout cas, voilà, vous regarderez les chiffres. Moi, je ne dis pas avoir le chiffre là tout de suite, mais en tout cas, je dis juste que c'est à cette période de la fin de la dernière ère glaciaire que l'Europe naît. Si vous voulez, c'était pas encore un continent, c'était voilà, c'était de la glace, un peu comme le pôle Nord, tout ça. Donc c'était voilà, inhabité, inhabitable. Et c'est là que sont arrivés les premiers colons, les premiers civilisateurs berbéroïdes, qui sont justement ces berbères. Ces berbères viennent d'Éthiopie, c'est-à-dire grosso modo de la Corne de l'Afrique, ce que j'appelle Corne de Libye pour certains qui connaissent. Il y a cette migration qui s'effectue par le Nil. Cette migration, bien sûr, va permettre de créer les civilisations qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nilotiques. Ça va permettre de créer, si vous voulez, l'Égypte, en tout cas la proto-Égypte, qu'on connaît très mal, hein, mais que les chercheurs commencent à mettre à dépoussiérer. Et bien sûr, cette migration va s'élargir et s'étendre vers la Phénicie, hein, donc le Moyen-Orient. Et cette migration va plus ou moins, si vous voulez, être euh, le rayonnement de la race berbéroïde dans toutes ces régions. Puis ils vont atteindre l'Anatolie, donc la Lydie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et à partir de là, si vous voulez, c'est d'autres civilisations qui vont se créer. Puis finalement, ils vont traverser donc le pont, hein, géographique qu'il y a entre la Turquie, c'est-à-dire l'Asie et l'Europe. Et c'est à partir de cet instant-là, si vous voulez, que le berbéroïdes vont entrer en Europe, vont peupler. Donc on a les traces, par exemple, les dernières traces qui ont été découvertes, c'était 9500 ans en arrière, hein, donc moins 9500 ans, où les premiers villages, les premières civilisations créées par le berbéroïde dans les Balkans. Donc après la Grèce, ils redescendent petit à petit, pardon, et traversent finalement un petit peu la mer pour atteindre l'Italie, etc. Donc on peut considérer que ce sont eux qui sont à l'origine des peuples du nord de l'Italie, par exemple comme les Étrusques.
Ça reste une théorie, hein, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que c'est ça, mais tout porte à croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces berbéroïdes ont construit, en tout cas, les premières civilisations européennes, et donc ce qu'on appelle les Hellènes, hein, donc les civilisations helléniques, sont nées de ça. Et bien sûr, les Lyriens, tout ça, les Illyriens, pardon, sont nés de là, et bien sûr, les proto-romains, enfin en tout cas, les habitants de la ville de Troie, tout ça, ces civilisations-là dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, etc., qui se sont développées et créé, si vous voulez, l'Europe, en tout cas l'Europe pré-indo-européenne, voilà, ce sont des berbéroïdes. Et ces berbéroïdes, d'ailleurs, quand on regarde le mythe, c'est-à-dire le mythe de Memnon, on apprend justement qu'ils sont considérés comme des gens de l'Est, des gens de l'Asie. D'ailleurs, c'est ça qui est assez flagrant dans ce mythe, c'est qu'on apprend tout de suite que, en réalité, le berbéroïde, enfin le berbère, il est considéré comme un seigneur de l'Asie, quoi, de l'Orient, enfin voilà. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'arabide, enfin l'araboïde, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le sémite ou que sais-je, n'était pas encore présent au Moyen-Orient, au Phénicie. Il était dans ces régions beaucoup plus au nord de l'Irak, etc. Et voilà, c'était bien, bien avant tout cela. Donc en fait, il faut comprendre qu'il y a eu des invasions. Ces invasions euh, qui ont été un désastre, si vous voulez, pour les berbéroïdes, qui, bien sûr, aujourd'hui, n'ont pas totalement disparu. Il faut pas croire ça. Ils se sont métissés avec les Sémites, hein, donc il y a beaucoup de peuples, par exemple au Moyen-Orient, qui ont 20% de gènes berbères, voire 25-30%. Enfin, il y a le cas de Oman, il y a le cas de Jordanie, il y a le cas du Yémen, qui est resté très très profondément berbéroïde malgré les invasions sémites, etc. Donc, si vous voulez, voilà, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que l'Europe aussi a été envahie par ce qu'on appelle les Indo-Européens. Et moi, je préfère parler de Indo-Aryens. En tout cas, on parle de Caucasiens et d'Asiatiques. C'est bien sûr, on aime bien les appeler les Européens, on aime toujours mettre le petit mot européen quand on les cite, mais non, ce ne sont pas des Européens, ce sont des Asiatiques. D'ailleurs, on le sait très bien, que ce soit Hitler ou d'autres, enfin, dans le nazisme, hein, enfin dans les mouvements, si vous voulez, caucasiens, tout ça, enfin ariens, etc., on sait que on a à chaque fois l'Inde qui revient comme étant l'origine de ces races, de ces peuples, de ce groupe racial humain. Et voilà, donc l'Inde, ça revient à chaque fois. Le nord de l'Inde précisément, donc le pays des Aryens, etc. Voilà, comment se fait-il que ces gens, aujourd'hui, se disent européens? C'est très simple, c'est une migration humaine, c'est une conquête, tout simplement, de l'Europe par ces peuples barbares venus de l'Est, un petit peu à la manière de l'invasion des Huns qui déferlent sur l'Empire romain. C'est un petit peu le même topo, mais à l'époque, voilà, à l'époque très ancienne, à l'époque, si vous voulez, où il n'y avait pas encore ces civilisations bien affirmées que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, il ne faut pas croire que ces civilisations ont disparu comme ça. Les fouilles, enfin, au nord de l'Italie, donc les Étrusques, etc., on a quand même beaucoup de résultats, on a beaucoup de choses qui nous montrent ces peuples vraiment typés, hein, vraiment berbéroïdes, bien avant l'arrivée des Indo-Ariens, donc des, euh, des barbares, etc., venus probablement de la steppe, hein. On ne peut pas être exactement sûr sur la question. Donc, on parle de Caucasiens parce qu'on situe un petit peu leur force d'influence au Caucase. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un terme comme ça, parce que bon, alors beaucoup disent qu'ils ont une légitimité sur l'Europe, mais leur légitimité, elle est, comme je vous l'ai dit, faite d'invasions, et nous avons le cas, par exemple, des invasions barbares sur Rome, qui explique, qui montre très très bien comment ces peuples agissent. C'est-à-dire, ils peuvent se déplacer d'un continent à l'autre, et devenir les autochtones d'ici et de là-bas en très très peu de temps. Il a fallu très peu de temps, par exemple, pour les Visigoths, les Vandales, tout ça, pour s'imposer en France et en Espagne et au Portugal, et aujourd'hui affirmer qu'ils sont les autochtones de ces pays-là.
Ça a été très rapide et pourtant, voilà, aujourd'hui, il y a personne pour le contester, hein, quand tout le monde considère que ces pays comme étant, des pays, caucasiens, aryens, enfin voilà, blonds aux yeux bleus, tout ça, hein, vous avez compris. C'est, le leitmotiv de beaucoup de mouvements et de revendicateurs et enfin d'identitaires, en tout cas européens et je ne leur reproche pas ça, hein. Je dis juste que c'est éphémère, c'est-à-dire ça a été en très peu de temps, ce mythe s'est créé comme ça, en très peu de temps, alors que nous, nos peuples sont des peuples très anciens, qui remontent bien avant la création de l'Égypte. Donc on parle des peuples de l'Atlantide, on parle des peuples qui ont suivi l'Atlantide. En tout cas, le règne des Berbères, si vous voulez, les Berbéroïdes qui viennent d'Éthiopie et qui ont influencé toute l'Asie, toute la Libye, comme ça, l'Afrique du Nord, et bien sûr une partie de l'Europe, fondant un petit peu, en quelque partie, l'Europe, si vous voulez, euh, mon avis, en tout cas l'Europe surtout orientale, euh, c'est quand même quelque chose qui est venu après l'effondrement de l'Atlantide. C'est quand même leur âge d'or pour la race méditerranéenne, pour la race surtout berbéroïde, qui est une autre composante. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la race libyenne. Est-ce qu'elle est libyen, est-ce qui différencie bien libyen de berbère? C'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les Berbères sont un sous-groupe, une division des Libyens, et les Libyens forment, si vous voulez, le tout. C'est ce qui unifie le tout entre les Atlantes, donc les Maghrébins que nous sommes, et les Berbères qui viennent de l'Est de la Libye, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Est africain, donc la Corne de l'Afrique, enfin, c'est tel qu'on la désigne en tout cas. Et donc, si vous voulez, il y a une théorie, hein. Moi je n'affirme pas les choses. Je dis juste que voilà ce qui est plus probable. C'est que les Atlantes, c'est-à-dire les Maghrébins, évidemment, étant les premiers peuples à se civiliser, étant les premiers peuples à régner sur Terre, évidemment, ce n'est pas un mythe, c'est pas, enfin en tout cas, j'emploie le mot mythe pour vous expliquer ce que j'essaie de vous démontrer, mais bien sûr, le mythe ne veut pas dire un mensonge, hein, mais ce que je veux dire, pour vous compreniez bien ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les Atlantes ne sont pas une vulgaire légende, ne sont pas une farce, si vous voulez, une fabulation comme ça des historiens, des fabulateurs. Non, ce sont véritablement une réalité. La science aujourd'hui l'affirme. D'ailleurs, le premier homme le plus ancien est au Maroc. Et bien sûr, les premières civilisations qui se sont si vous voulez, un peu sédentarisé, en tout cas semi-nomade. Et puis, bien sûr, on a aussi le fait que les plus anciens dinosaures, les premiers, sont au Maroc, et le fait que les scientifiques, en tout cas, l'affirment, que la première terre habitable et habitée, en tout cas qui émerge de la mer à un moment donné où la terre entière était un océan, c'était le Maghreb, donc l'Atlantide. Et cette île entourée d'océans, c'est l'Atlantide, c'est le Maghreb, c'est ce que nous sommes. Bien sûr, avec la baisse des océans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que finalement, des continents vont se former, dont la Libye, l'Afrique du Nord, l'Afrique si vous préférez, va se former à ce moment-là, d'autres continents aussi à côté, et ils vont petit à petit émerger. Le Sahara va évidemment être le point qui affirme, si vous voulez, la vraie séparation continentale, parce que le Sahara est une preuve d'un ancien océan. C'est ça aussi, hein. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui est vraiment le témoignage ferme de la présence d'un ancien océan, c'est le désert. Le désert d'Arabie, le désert de Libye, tous ces déserts sont des déserts qui affirment qu'à un moment donné, la mer était là. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il y a eu des migrations, si vous voulez, des conquêtes. Les Atlantes se sont petit à petit déplacés vers les pays voisins, ont conquis des civilisations, enfin en tout cas ont créé des civilisations, ont conquis des territoires, et je pense en tout cas que c'est à ce moment-là qu'ils ont fondé les Berbères dans ce qu'on peut appeler actuellement l'actuelle Éthiopie, en tout cas ces régions un petit peu hautes comme ça, un petit peu montagneuses. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont fondé la première peuplade de Berbères, et qu'à ce moment-là, il y a eu ce sous-groupe, cette sous-division des Atlantes, et
une autre famille finalement raciale, une autre famille de la même famille, la grande famille libyenne, va se créer. Et si vous voulez, c'est pas le début, enfin c'est le début, pardon, mais c'est pas la fin. Et on a ensuite d'autres familles qui vont se créer, aussi bien les Égyptiens, aussi bien ce qu'on appelle les nomades, donc les Touaregs, tout ça, mais tous ces peuples-là vont émerger petit à petit des Berbères ou des Atlantes, mais en tout cas, les Atlantes vont vivre en autarcie pendant un long moment, parce que même la mer va être une séparation, vous le savez, le désert va l'être aussi d'une autre façon. En tout cas, ils vont vivre longtemps en autarcie, loin des autres peuples, mais en tout cas, leurs cousins, ou si vous voulez leurs colonies, les colonies atlantes, dont les Berbères d'Éthiopie sont l'une de ces colonies, vont se développer et petit à petit rechercher l'Atlantide, rechercher leurs origines, et finalement ils vont y arriver, puisque vers 8000 ans en arrière, donc au moins 8000, les Berbères arrivent au Maghreb, donc dans le sud de la Tunisie actuelle. C'est voilà, c'est le bonheur, c'est l'apothéose, ils ont découvert le paradis, la terre des dieux, et c'est là que, si vous voulez, pour les Berbères, que commence une fraternité avec nous, les Maghrébins. C'est la rencontre des anciens frères qui se refait, en tout cas, qui sont, si vous voulez, dans une communion et dans une réunion civilisationnelle qui fait que va naître, si vous voulez, cette Afrique du Nord, cette Libye que nous connaissons aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que on sait malheureusement pas tout de nos ancêtres. On sait des choses, mais il faut pas penser que aujourd'hui tout a été découvert par les scientifiques et qu'on peut affirmer noir sur blanc que voilà qu'il n'y a que les Berbères, etc. C'est faux. Bien au contraire, d'ailleurs, aujourd'hui, on découvre de plus en plus de nouveautés, que ce soit le Maroc ou le Maghreb en général, on découvre de plus en plus de choses qui affirment une civilisation encore plus antérieure aux Berbères. Donc voilà. Alors maintenant, moi, ce que je veux dire surtout, c'est que cette famille raciale, qu'elle soit berbère ou maghrébine, c'est-à-dire atlante, donc atlantrope, je pense que il faut arrêter de faire des divisions. Si vous voulez, moi, je considère que ils sont tous de famille libyenne, donc nord-africaine. Bien sûr, je ne conteste pas la différence. On voit bien une différence physique, si vous voulez, hein. Il y a comme une différence physique et bien des aspects entre les Berbères et les Atlantes. Ça, c'est clair et net, hein. Moi, je le constate énormément. Mais il faut pas oublier non plus que ça reste quand même des cousins. Peut-être éloignés si vous voulez, mais des cousins quand même. Donc, à un moment donné de l'histoire, ils étaient une seule entité. Donc, voilà, c'est assez relatif. Mais pourquoi j'utilise le terme berbéroïde pour désigner les Méditerranéens? C'est parce que les Berbères, en tout cas, forment actuellement le gros, si vous voulez, de la civilisation méditerranéenne, autant grecque, enfin, romaine, etc. Les premiers Romains, comme je vous l'ai dit, viennent de ces anciennes colonies berbères euh, de l'actuelle Turquie occidentale, et les Hellènes aussi, hein. Les Hellènes l'affirment avoir des origines éthiopiennes, ils le disent clairement. Mais le terme berbère, si vous voulez, c'est un terme qui échappe un petit peu aux historiens grecs et romains, quoique les Romains, ils ont eu quelques contacts, ils savent un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est le terme libyen qui est privilégié. Le terme berbère, il est plus proche, si vous voulez, d'Égyptiens quand ils parlent du royaume de Berberata au sud, ou alors tout simplement des peuples concernés. Le mot berbère, on sait ce qu'il désigne chez les Éthiopiens, on sait ce qu'il désigne chez nos confrères d'ailleurs du Sahara qui sont très liés avec eux. Les berbères nomades, tout ça, savent très bien ce que veut dire berbère. Berbère, c'est recouvert. C'est les hommes qui se couvrent le visage, tout simplement, parce que, bon, là, il faut revoir le mythe de Phaéton. Donc là, c'est autre chose. Donc là, je vous invite un petit peu à vous renseigner sur ce mythe. Évidemment, là, c'est quelque chose qui désigne un petit peu le traumatisme d'un peuple, d'une civilisation par rapport au soleil. Un soleil qui a évidemment ravagé toute la Libye, donc qui est un petit peu à l'origine du Sahara, donc la désertification. Euh, Certains ne vont pas y croire, certains vont considérer que ce sont des histoires de grand-mère, etc.
Mais un peu de respect, s'il vous plaît. Je pense que nos ancêtres, quand ils disaient quelque chose, ils ne le disaient pas pour rigoler, ils ne le disaient pas pour amuser la galerie. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui avec les films qu'on nous sert et les documentaires, des redevances télé, il n'y avait pas un intérêt financier, il n'y avait pas une idéologie derrière qui poussait, qui disait voilà, il faut mentir au peuple, il faut le manipuler. Non. Aujourd'hui, oui, c'est le cas. Vous pouvez ne pas avoir confiance en un historien ou que sais-je. Mais en tout cas, à l'époque, c'était des paroles sacrées. Les gens ne mentaient pas sur leur histoire, ne mentaient pas sur leurs origines, ce n'était pas un jeu. Donc, tout ce qui est tradition orale, il faut donner bien sûr le privilège et un grand respect et la priorité à cela sur l'histoire écrite. Parce que la tradition orale est véritablement la tradition la plus fiable. Donc en tout cas, voilà, ce que je voulais dire juste, c'était que voilà, les Berbères sont ainsi, ils existent, puis ils sont énormément, enfin voilà, ils se sont étendus hein, sur la Phénicie, l'Europe. En tout cas, ils forment la famille méditerranéenne, véritablement. Nous, les Atlantes, à quel niveau on intervient? Ça, c'est-à-dire vraiment en tant que groupe libyen occidental, les Occidentaux, les Maghrébins. C'est-à-dire à quel moment on intervient? Ça, c'est la question que je me pose, hein. Vous savez, je suis autant que vous curieux d'en savoir plus. Bien que mes recherches m'ont mené à certaines vérités, à certaines compréhensions, on est quand même toujours dans une quête. Et évidemment, ne croyez pas que je vous dis d'avaler mes paroles et de prendre ça comme parole d'évangile, enfin, pour prendre les termes, hein. Ne croyez pas que je vous dis qu'il faut absolument gober ça, comme ça, sans réfléchir. Je vous dis juste que voilà, je vous lance une piste. Je vous explique que, en fait, finalement, on sait très peu de choses, et ce qu'on sait aujourd'hui nous mène vers une réflexion. Donc c'est un cheminement. Et là, je vous explique que les scientifiques ont très très bien établi que les habitants du sud de l'Europe sont en réalité des Nord-Africains. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, l'invasion barbare, l'invasion des Indo-Ariens, comme je les appelle, va créer cette Europe, va effacer la présence berbéroïde, la présence nord-africaine dans les pays d'Europe du Sud. Pas totalement, mais en bonne partie. Si vous voulez, d'ailleurs, vous prenez l'exemple de l'Algérie française, vous prenez l'exemple de beaucoup d'autres invasions vandales, etc. en Afrique du Nord, vous comprendrez que c'est pas impossible, que c'est tout à fait réel, et c'est d'ailleurs ainsi que beaucoup de peuples blonds aux yeux bleus se sont retrouvés chez nous, etc. Enfin voilà. Je sais que beaucoup ont du mal avec ça, mais prenez le temps de réfléchir à la question. En tout cas, on a une réalité, si vous voulez. On est une réalité, on est vraiment une famille raciale puissante, la plus ancienne du monde, et évidemment, on a existé aussi bien, on a dominé l'Asie, donc les Berbères en Asie, c'est une réalité, avant l'arrivée des Sémites, hein, des Arabes. Et en plus de ça, il y a les mythes. Les mythes sont fabuleux, ils sont vraiment édifiants. C'est-à-dire, vous apprenez par exemple avec euh, Dionysos, hein, la conquête de l'Inde, par un dieu berbère, donc c'est quand même extraordinaire. Pour vous dire que c'est un dieu Atlante, ce serait pas un mensonge que de dire ça, mais bon, je préfère dire dieu berbère parce que ça reste quand même une divinité qui est née à une époque en Égypte, enfin en tout cas ce qu'on considère être l'Égypte à un moment donné, enfin de l'histoire, et, et évidemment qui a été, si vous voulez, un seigneur de l'Orient libyque. Et donc, c'est là qu'on apprend évidemment la transmission de savoir, de la religion, mais c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Les Atlantes ont bien sûr été plus loin que l'Égypte, ils ont bien sûr étendu leur civilisation bien plus loin. Donc voilà, et puis on a évidemment des preuves culturelles, civilisationnelles qui nous montrent la présence, en tout cas le rayonnement de nos peuples en Asie, le rayonnement de nos peuples en Orient. Et il y a beaucoup de choses. Là, j'ai pas envie d'énumérer tout ça parce que ça prendrait vraiment des heures et j'ai pas envie d'être trop long avec vous.
Mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur le web. Bien sûr, les tests génétiques, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre pour savoir un petit peu, si vous voulez, qui sont nos ancêtres et jusqu'où se sont-ils étendus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir là-dessus. Bien sûr, il y a des États, je pense que l'Arabie Saoudite, par exemple, ne permettra pas de laisser libre des informations telles que les informations raciales, bon, quoique, hein. Euh, après, ce qui est intéressant de voir, c'est les preuves culturelles, parce que bien sûr l'histoire change, les races se métissent, etc. Donc il y a des évolutions, mais par contre, malgré tout ça, il y a quand même des choses culturellement. Par exemple, vous avez des instruments de musique chez les Berbères, donc nous on appelle ça le ribab, hein, donc c'est un instrument que l'on tient un peu à la façon d'un instrument à cordes banal, hein, et si vous voulez, voilà, c'est un peu, c'est avec un deuxième outil qu'on fait la connexion entre les deux cordes et créant de la musique. Donc chez nous on appelle ça le reverb. Après, chez les jeunes Supiens, ça porte un autre nom. Chez les gens des Balkans, ça porte encore un autre nom. Ce que je veux dire par là, c'est que cet instrument-là a voyagé jusqu'en Asie, c'est pas un hasard. On le trouve d'ailleurs partout où les peuples plus ou moins euh, proches de l'Orient ont été en contact avec ces civilisations-là et ont reçu cet instrument pour en faire le leur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on quand même, on a des preuves matérielles d'un don, en tout cas d'un lien entre ces civilisations. En tous les cas, ce qu'on peut être en droit d'espérer, c'est que la science évolue à un point que nos propres peuples arrivent à avoir leurs propres scientifiques, leurs propres chercheurs, et si vous voulez, peuvent faire leurs propres recherches et arriver à prouver cette réalité de la race méditerranéenne. Donc après, bien sûr, si vous voulez E1, B1 ou ce que vous voulez, moi je n'adhère pas forcément à ça, parce que dans la simple fait que ces termes, donc ces noms de code hein, pour les haplogroupes, ont été créés par des barbares, des gens, si vous voulez, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là, hein. Je sais pas vous, mais à un moment donné, quand on est capable de donner le nom d'Indien au peuple d'Amérique, et là, en 2018, on continue de les appeler les Indiens d'Amérique, alors que c'était une erreur hein, de base. Hein. Faut le savoir, hein, c'était une erreur par rapport aux premiers colons espagnols qui pensaient avoir fait le tour de la Terre et avoir atteint l'Inde. On voyait des gens un petit peu de peau foncée comme ça, ils pensaient être chez les Indiens. Et cette erreur a été maintenue et considérée comme une réalité scientifique tout à fait, voilà, sérieuse. Donc c'est pour vous dire que des gens qui n'arrivent pas à situer géographiquement, à bien établir les races, à bien établir les réalités, je ne peux pas leur faire confiance dans leur façon, dans leur terminologie, dans leur façon de décrire les haplogroupes et les groupes raciaux. Donc, je dis juste qu'à un moment donné, il faut être capable d'être pragmatique, de se dire qu'il y a effectivement une famille méditerranéenne, une grande famille raciale euh, du milieu qui n'est ni leucoderme ni négroïde, qui est de peau mate, voilà, le méditerranéen, le libyen, le nord-africain, et que cette famille-là existe. Nous le voyons. Maintenant, la chose, c'est que il faut le prouver. En tout cas, le prouver, c'est pas ça le problème. Mais si vous voulez, prouver qu'on est vraiment un groupe à part. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a le groupe J, hein, donc les Sémites, les Arabes, tout ça, de la même façon qu'il y a le groupe R pour les Indo-Ariens, il devrait avoir un groupe bien propre à nous. Parce que là, pour l'instant, on partage un groupe avec les Nigériens. Parce que quand on regarde bien, vous avez vu la photo que je vous ai mis au début, donc je vous la remets là. On voit bien le groupe E1B1B, donc les berbéroïdes, et E1B1A, pardon, je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a une lettre qui nous différencie. Eux, ils ont le A, donc le E1A, je crois, et nous, là, le E1B. Bon, en tout cas, on voit très très bien qu'ils essaient de nous montrer que on est une seule famille, donc la famille E, la famille génétique E, et évidemment que voilà, les Nigériens sont si vous voulez, nos alter ego, nos cousins éloignés, je sais pas.
Et qui a établi cela? Qui a dit aujourd'hui que nous sommes les cousins des Nigériens? Qui a établi une chose pareille? Parce que dans l'esprit d'un barbare qui n'a ni science, ni volonté de vérité, ni honneur, parce que à un moment donné, quand on respecte pas la vérité, c'est qu'on n'a aucun honneur, c'est qu'on est prêt à mentir sur tout, sur ses propres parents, sur ses origines. Donc, si vous voulez, dans l'esprit d'un barbare, on a envie d'un côté de nous lier à l'Orient, mais d'un autre côté, géographiquement, on veut nous lier à l'Afrique. Du fait que bah, on fait partie d'un même groupe, d'une même famille finalement, parce qu'on est sur le même amas de terre, et donc forcément nous sommes liés. Cette façon de penser, vraiment, ça renvoie à des temps anciens, à l'époque de la coloniale, donc on revient vraiment dans des pensées très arriérées. Et ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que là, on suit des gens, je parle des généticiens, hein, on suit des gens qui sont vraiment arriérés, hein, qui sont dans une logique très ancienne, hein, vous savez, hein, quand ils ont voulu créer le projet d'une Afrique unifiée, je ne serais pas étonné qu'ils aient aussi essayé de créer un groupe génétique pour nous mettre sur dans la même famille raciale. Maintenant, je ne veux pas contredire le fait qu'il y ait peut-être des liens, mais de là à partager un groupe avec eux, je trouve ça un petit peu gros. Si vous voulez, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des sous-groupes, mais est-ce que vraiment cela est avéré? Posons-nous la question. Je pense que le jour où nous aurons nos propres scientifiques, évidemment, nous pourrons établir s'il y a euh, un lien fraternel entre les négroïdes et les berbéroïdes, ou est-ce que finalement, il n'y a aucun lien et qu'on a voulu, pour des raisons politiques, nous imposer une unité de façade. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin parce que bon, je peux pas vous retenir pendant des heures et moi-même j'ai beaucoup de choses à produire parce que je reviens d'ailleurs avec d'autres vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous proposer et de vérités à vous faire découvrir parce que évidemment si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Je dis pas que la presse, hein, tout le peuple maghrébin, atlante, tous les peuples atlantes, quels qu'ils soient, que vous soyez d'Algérie, de Tunisie, du, euh, du Sahara ou de Mauritanie, du Maroc, de ce que vous voulez, on est muselé, on est censuré, on ne peut pas parler. Maroc Atlantis, c'est ce pari de pouvoir se rencontrer, discuter et de pouvoir élaborer notre propre c'est une propre liberté, c'est-à-dire nos propres termes, notre propre terminologie, notre propre lexique, notre propre idéologie et notre façon de penser, et bien sûr notre indépendance, si vous voulez, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que nous sommes capables de penser par nous-mêmes et non pas être à chaque fois des lieutenants, que ce soit des araboïdes, enfin des sémites, ou des europoïdes, des ariens. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous appelle quand même à donner votre avis en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je pense qu'on n'a pas tout dit, hein, sur la famille méditerranéenne, on n'a pas tout dit. Mais il y a beaucoup de choses à dire encore. Je m'arrêterai pas à cette vidéo-là, je vous parlerai de cas précis, parce qu'il y a des cas très intéressants à voir ensemble. Mais en tout cas, n'abandonnez pas cette idée que nous formons tous une même famille méditerranéenne et que nous devons être forts et unis dans le sens, pas politique, hein, parce que c'est ça qui est l'erreur, c'est de penser qu'il faut former un seul groupe. Non, soyons chacun là où nous sommes, de fiers Libyens indépendants, et battons-nous justement pour revaloriser notre patrimoine et faire en sorte que nous soyons respectés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire un groupe racial bien défini et non pas une chimère vaguant dans les abîmes de l'histoire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Et n'oubliez pas, le combat continue. Sur Maroc Atlantis, abonnez-vous, rejoignez-nous un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie à tous. Donc je vous dis à très bientôt et continuez, il ne faut rien lâcher. À bientôt.